Bien, je suis Jean-François Guérin, professeur en biologie et médecine de la reproduction, président du comité d'éthique du CHU de Lyon et président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Alors, en quelques mots, s'il vous plaît, Monsieur Guérin, c'est quoi la PMA? C'est quoi la GPA déjà? Voilà. Alors PMA, c'est d'ailleurs un terme que normalement on devrait dire AMP. Alors AMP, c'est assistance médicale à la procréation. PMA, c'est procréation médicalement assistée. Il se trouve que le terme de PMA est maintenant plus populaire que celui d'AMP. Alors, qu'est-ce que c'est que la PMA? Eh bien, ce sont toutes les techniques, finalement, qui font référence au laboratoire, au traitement des gamètes et des embryons au laboratoire. Pour la PMA, c'est essentiellement la fécondation in vitro, et c'est donc des gamètes qui sont prélevés et qui sont mis en fécondation en dehors du corps humain, dans des incubateurs, puis l'embryon ou les embryons est transféré dans la cavité utérine de la future maman. Ok, et la GPA? Alors la GPA, c'est gestation pour autrui. Donc là, il s'agit de femmes qui sont normalement fertiles, mais qui soit n'ont jamais eu d'utérus de manière congénitale, soit ont eu une pathologie qui fait qu'elles n'ont pas un utérus qui peut leur permettre de porter un enfant. Alors, aujourd'hui, quels sont les arguments qui sont et seront pesés par le comité éthique que vous présidez autour de ces deux axes, PMA et GPA? Alors, je précise que le comité national d'éthique, dont je ne fais pas partie, a déjà donné son point de vue. Moi, je vais les résumer un petit peu, je suis assez en accord avec leur point de vue. Il y a des arguments qui sont c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui vivent en couple et qui ont recours à la PMA à l'étranger, ou bien à des fécondations de manière un petit peu, on va dire, artificielle, mais ou sauvage comme on veut, parce qu'elles vont demander à un ami de donner du sperme. Il n'y a pas de rapport sexuel, mais elles se font des auto-inséminations. Et bien sûr, il y a un manque total de traçabilité, il peut y avoir une transmission de virus, etc. Bon, bref. Et cette situation, elle est quand même pas très bonne. Alors, la vraie question, au fond, c'est quid de l'intérêt de l'enfant dans cette question? Et là, c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup d'études, certains les contestent, mais globalement, bien sûr, certaines personnes considèrent, même des pédopsychiatres, même des psychanalystes, que la présence du père est non seulement importante, mais nécessaire pour le développement de l'enfant. Or, la plupart des études dont on dispose ne montrent pas de différence dans le comportement des enfants. Ils vont aussi bien ou pas plus mal que les enfants de couples hétérosexuels. Donc ça renforcerait l'idée du coup que ce ne serait pas forcément un problème. Voilà, c'est ce que j'entends dans vos mots. Exactement, tout à fait. Pour les femmes seules, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce qu'à l'absence de père s'ajoute l'absence de couple parental. Et on sait que ce sont des situations économiques souvent plus délicates chez les femmes seules, etc. Bon, mais le gouvernement a choisi de traiter les deux en même temps. Donc voilà, c'est simplement souvent on a un peu plus de réserve avec les femmes seules. La dimension économique, là on serait plutôt sur des déterminants sociaux et pas sur une dimension plus ce qui relève plus de l'amour. Oui, mais je suis complètement d'accord pour ça. L'amour, personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Mais, alors, voilà. Donc là, ces arguments autour de la GPA, là on est... Voilà. Alors la GPA, c'est délicat. C'est une histoire délicate parce qu'effectivement, ces femmes qui n'ont plus d'utérus vont dire mais après tout, pourquoi moi je n'aurais pas le droit à avoir un enfant alors que je suis fertile? Oui, que je peux le faire ailleurs. Et que voilà. Et c'est vrai que ça se fait dans d'autres pays. Aux États-Unis, c'est très cher, mais ça se fait. Non, les arguments principaux, c'est des arguments, je vais dire, de prudence. C'est-à-dire que d'abord, il faut quand même penser à la femme qui porte. C'est pas évident forcément pour elle de laisser cet enfant. On a beau dire que voilà, il y a un contrat, mais le contrat n'empêche pas la souffrance. D'autre part, qu'est-ce qui se passe si on découvre une anomalie au cours de l'échographie, par exemple, ou à la naissance? C'est déjà arrivé, personne n'en voulait, ne voulait plus de cet enfant. Et puis, globalement, les détracteurs disent que c'est une instrumentalisation du corps de la femme et qu'il y a toujours des rapports d'argent derrière, que c'est souvent dans les pays pauvres, etc. Du coup, la balance, sur la PMA, j'entendais qu'elle pesait visiblement plutôt en faveur, et sur la GPA, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc, pour conclure notre échange, pour l'instant, au sein du comité éthique, on est plutôt
plutôt en faveur, j'entends, de la PMA, en tout cas dans un encadrement, et plutôt pas forcément encore prêt sur la GPA. Voilà, globalement, c'est ça, je parlerai plus clairement des sociétés savantes et du Comité national d'éthique, donc je précise bien, je ne fais pas partie, mais c'est ce que vous dites, la balance est plutôt en faveur de la PMA, de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, alors que pour ce qui concerne la GPA, pour le moment, il y a une grande réserve. Prudence. Il y a une grande prudence, voilà, absolument. Merci beaucoup, et le débat va se poursuivre ce soir. Vous pourrez échanger avec justement une femme qui a pratiqué cette GPA. Merci.